Bon, mon avis sur la neuvième maison. De manière globale, c'était un livre qui était sympa à lire, mais sur la fin. Dans le sens où, au début, c'était très lourd, c'était pas très fluide. C'était pas intéressant, en fait. C'était pas intéressant. Au début, les héroïnes ne me donnaient pas envie. Et du coup, c'était un démarrage très long pour moi. Et il y a, à partir d'un certain point dans l'histoire, à partir du meurtre, en fait, ça commence tout doucement à s'accélérer, à se fluidifier. Tout devient un petit peu plus pertinent. Ça commence à aller beaucoup mieux à partir de là, mais le démarrage est très très long et c'est l'immense reproche que je fais au livre finalement. Je vais y aller point par point, sur l'histoire, sur le style et sur les personnages, et sur l'univers aussi, parce que tant qu'à faire. Globalement, sur l'histoire, je la trouve correcte, mais sans plus, parce que il y avait notamment certains retournements de situation que moi je trouvais trop prévisibles, surtout pour un truc d'enquête. Par exemple, Sando et le gosse de riche sociopathe aussi. Les deux, je les ai cramés dès le départ. De base, il y a rien, à mes yeux, qui les présentait comme innocents. Sans Sando, son job est de faire la police et ne fait pas la police. Et le gosse de riche sociopathe, genre, bon, ok, c'est pas lui qui a tué la fille de base, mais il était coupable de pas mal d'autres choses aussi. Genre, il y a aussi le coupable que la police a chopé, qui n'est pas le vrai coupable. Ça aussi, enfin, genre, c'est présenté un peu dès le début, mais c'est un petit peu ennuyant d'avoir de base ce suspect qui, en fait, n'est pas le bon suspect. Et c'est le cas dès le début. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Et par contre, c'est le méchant final qui m'a surpris. Car du coup, elle avait réussi à me mettre en confiance. Et concernant la backstory d'Alex, bon, mon ton semble indiquer que c'est chiant, mais en fait, c'est intéressant, mais sans plus. Genre, c'est pareil, en fait, c'est cramé dès le début, je veux dire. Dire le job de Darlington est d'enquêter sur les fantômes, etc. Et il arrive pas à cramer dès le début que c'est un fantôme qui a tué les dealers, enfin, s'il te plaît. Enfin voilà, l'histoire est correcte, mais c'est trop prévisible, beaucoup trop prévisible. Concernant le style, par contre, il est lourd, il est long, et les descriptions sont affreuses. Enfin, alors ça surtout sur le début, mais les descriptions elles sont trop présentes, elles sont à rallonge, et il y en a beaucoup qui ne sont même pas pertinentes. L'auteur va s'attarder sur des choses qui n'ont aucun intérêt, mis à part dire c'est présent. Et, et tout ça te fait dormir le lecteur. Dans le texte, il y a aussi des coquilles qui sont rares. Enfin, je sais pas à partir de combien de coquilles elles sont supposées être considérées comme rares. Mais par contre, il y en a certaines qui sont inacceptables. À un moment, le narrateur dit, je cite, comme s'il les mortifiait l'idée d'être aperçu en train de contempler quelque chose de si horrible par cette froide lumière grisâtre. C'est affreux et ça n'aurait jamais dû passer à la relecture. Il y en a d'autres qui auraient pu passer, enfin qui sont passés visiblement et qui, moi je comprends, mais là, non. Ça n'aurait jamais dû passer. Euh, Il y a des descriptions, je vais revenir sur la description encore, mais moi, elles me permettent pas de visualiser les scènes. Non. Et c'est le gros problème du livre, c'est les descriptions, en fait, elles vont ajouter des éléments à chaque fois. Genre, je vais lire la description, et au fur et à mesure, je vais construire un château de cartes, et puis au bout d'un moment, tout va s'écrouler, parce que juste, il y a trop de trucs. Le château de cartes est trop gros, et du coup, ça tient plus du tout. Les bases sont pas solides. Et de fait, ça me fait sortir de l'immersion qui a beaucoup de peine à exister déjà pour moi. J'ai du mal à m'immerger dans le livre. Les scènes d'action, j'ai moins de trucs à dire parce que du coup, il y a moins de descriptions et ça gagne beaucoup à la fluidité. Par contre, elles sont un petit peu cafouilleuses encore. Je sais que le terme n'existe pas, mais je m'en fiche totalement. C'est un petit peu confus les scènes d'action, mais mis à part ça, je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Elles sont fluides, elles sont sympas à lire, et il y a certains éléments importants qui sont bien mis en valeur, donc moi j'ai pas de problème avec les scènes d'action. Et par contre, il y a beaucoup trop de noms dans le livre, il y a beaucoup trop de noms
Et genre, en fait, surtout, il y a certains passages, en particulier, où il y a beaucoup trop de noms. Genre, on a toute la clique d'Alex, du passé d'Alex, genre toute la famille de dealers, on a le chien aussi qui est mentionné, et aucun ne peut être retenu par par le lecteur, parce que aucun n'est important à l'intrigue, et aucun, on s'en fout royalement de tous les dealers. Et par contre, on aura le nom de chacun d'entre eux. Enfin voilà, c'est le style, il est lourd, il est long. Concernant les personnages, je suis désolé pour le personnage d'Alex, qui est le personnage principal, et c'est dommage qu'il soit le personnage principal, parce qu'il est chiant à mourir. Et au début, tout est chiant chez le personnage d'Alex. Enfin, je dis il, mais c'est une femme d'ailleurs, mais tout est chiant chez elle. Enfin, genre son quotidien est chiant, d'ailleurs c'est le mien. Ses cours sont chiants, ses potes sont chiantes. C'est une façade qui s'est construite, oui. Même si c'est une façade, le lecteur devrait pouvoir avoir les pensées d'Alex qui lui disent que ce n'est qu'une façade et qu'il y a autre chose derrière. Et on devrait pouvoir voir au-delà de la façade, mais non. Mais l'auteur ne nous permet pas de voir et on se fait chier. Je suis très vulgaire, je suis désolé. Et le truc, c'est que personnalité d'Alex se remplit au fur et à mesure de l'intrigue, mais au début, tout ce qui la caractérise, c'est sa normalité. Et c'est ennuyant, c'est un ennui mortel. Et heureusement que l'histoire progresse, et on lui ajoute un élément que j'ai noté, c'est le fait qu'elle est en conflit avec le système dans son ensemble, avec les maisons, avec la maison l'été, avec son mentor, avec l'autorité de manière générale. Et il y a un troisième élément, si c'était dans les flashbacks, elle était aussi caractérisée par son envie d'apprendre. Mais ça, finalement, je vois surtout qu'elle n'a pas appris, en fait. Elle n'a pas appris ses cours de gentil exorciste du dimanche. Concernant le personnage d'Oculus, il est sympa, lui. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'à chaque fois que je pense à Oculus, je l'appelle Oculus parce que sinon, je l'appelle Pamela. Parce que je crois bien que son prénom est Pamela. Et à chaque fois que je dis Pamela, je pense à Poison Ivy dans Batman. Et du coup, voilà. Mais du coup, le personnage est sympa. Et par contre, ce que je lui reproche, c'est que c'est un peu l'introverti de base. Et on a du mal à voir au-delà de cette caractéristique, je trouve. Genre, c'est l'introverti acolyte, et c'est tout. Enfin, j'ai du mal à lui donner un autre rôle. Et par contre, en parlant de s'attacher à un personnage, Darlington, par contre, il y a un sacré travail dessus. C'est simplement le meilleur personnage du livre. On a des infos sur son enfance. Enfance qui, elle, est intéressante par contre, hein, vraiment. On a ensuite des infos sur le début de l'apprentissage d'Alex, comment il prend le fait qu'on lui impose Alex surtout. J'ai noté aussi genre le fait qu'il avait besoin au début de s'imposer face à Alex. Et vraiment, il y a un truc, c'est vraiment un truc qui m'avait rendu un petit peu, qui m'avait un peu surpris au début. C'est le fait que quand Alex commence tout juste son apprentissage, elle vient d'arriver à la maison l'été, il lui envoie les coyotes spectraux de la maison direct. Il lui reproche quasiment de rien savoir sur le monde alors qu'elle vient d'arriver. Et genre, il y a vraiment ce besoin d'imposer son savoir, d'imposer son autorité de mentor. Et que moi j'ai trouvé intéressant pour le personnage qui, au fur et à mesure, va finalement s'adoucir. Et ça, c'est tellement mieux! Et en fait, j'aurais aimé que ce soit lui le personnage principal. Je dis ça parce que c'est le seul personnage qui finalement n'intervient jamais dans l'intrigue de l'histoire. Il intervient dans les flashbacks, mais il n'apparaît jamais. Et je trouve ça intéressant aussi que le personnage auquel je suis le plus attaché, c'est le seul qui n'apparaisse pas. Par contre, je reproche aussi de n'avoir jamais, jusqu'au moment fatidique bien sûr, de n'avoir jamais compris comment les dealers d'Alex sont morts finalement. Parce que c'était évident depuis le début aussi. Et ce qui me fait interroger à l'instant même, du coup ça veut dire que le Lété n'enquête jamais sur leur recrue en fait finalement. Enfin c'est quand même chaud. Concernant l'univers enfin, c'est un univers intéressant mais sans plus. Au départ en fait j'ai du mal à me figurer qu'il s'agit de fantastique. Pour moi c'est de la fantaisie urbaine quasiment. Parce que la magie est trop présente dans le quotidien d'Alex. Et je trouvais ça un petit peu perturbant au début, parce que j'ai pas l'impression que c'était du fantastique. Par contre, c'est une impression qui disparaît à partir de l'annonce du meurtre encore.
Putain, il y a plein de trucs qui disparaissent au moment de l'annonce du meurtre. Il y a quelques règles innovantes concernant la magie, enfin l'exorcisme plutôt. Ouais, parce que la magie c'est principalement de l'exorcisme, non, je suis désolé. Par contre, il y a plusieurs règles qui nous donnent l'impression d'être là parce qu'il fallait être innovant, pas parce que ça a du sens. Par exemple, le fait que les fantômes soient attirés par tout ce qui leur rappelle la vie, la bonne bouffe, les odeurs, la salive, quoi donc, le sang aussi, tout ce qui leur rappelle le fait d'être vivant, les attire, et par contre tout ce qui leur rappelle le fait d'être mort, les repousse, parce que la mort c'est pas ouf. Moi j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que ça avait du sens, c'était cohérent effectivement. C'est normal que les fantômes veuillent être vivants. Et par contre, au moment où Darlington enlève les tatouages d'Alex et l'encre des tatouages d'Alex, et lui dit « Attention, la salive humaine annule la magie. » Et elle lui demande « Uniquement la salive humaine ?» Il dit « Oui, uniquement la salive humaine. » Pourquoi? Enfin, et le problème c'est que ça n'a aucun sens en soi, genre ce n'est pas sacré, ça n'a pas de rapport particulier avec la magie, et du coup, pour moi, je trouve que il y a un problème dans le scénario parce que si la salive annule la magie, est-ce que du coup tu craches sur une personne envoûtée, ça le désenvoûte? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas précisé de mémoire, j'ai pas relu le passage en question, mais de mémoire, ce n'est pas précisé si ce n'était valable que pour cet enchantement en particulier ou bien c'était de manière générale. Et moi je trouve ça problématique en fait que ce soit jamais expliqué. Quoi d'autre? Le rapport des Nexus et des âmes par exemple, il n'est pas ou mal expliqué. On sait que c'est lié, mais c'est peu clair. Et l'auteur se refuse à dire que ça reste une grosse zone d'ombre que du coup les personnages dans l'œuvre cherchent à éclaircir. Mais au lieu de ça, s'annonçait comme paf, c'est lié et tout le monde s'en fout. Ou plutôt, c'est comme ça. Point. Il y a plein de trucs qui sont passés sous silence aussi. La création d'objets magiques qui est passée sous silence. Les remèdes magiques fonctionnent parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais on ne nous explique pas pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et pourquoi ça fonctionne. Genre par exemple, quand Alex est blessé, qu'il a plusieurs côtes brisées, etc. Pourquoi un bain de lait magique aide son corps à tourner dans le temps? Ou pourquoi le lait est essentiel à ce que son corps retourne dans le temps? Genre la bassine en or, ok. Disons que l'or est un élément magique. Et du coup, ok, c'est le récipient de l'importance aussi. Ils avaient expliqué ça avec le récipient pour faire la drogue pour voir les fantômes. Et par contre, si c'est que l'objet qui est important, du coup, ça veut dire que littéralement c'est une baignoire magique, et c'est le seul truc qui compte. Le problème, du coup, ça veut dire qu'a priori tu peux mettre n'importe quoi dedans, ça fonctionne. Si c'est le récipient et les ingrédients qui ont de l'importance, ça n'explique toujours pas pourquoi le lait. Et moi, ça me dérange encore que ce n'est pas expliqué. En tout cas, c'est passé sous silence. Ce n'est même pas dit, on n'a pas le temps d'expliquer. Ce n'est même pas dit, c'est compliqué. Non, c'est juste, on s'en fout. Et du coup, le gros problème, c'est que la magie est montrée dans son application et pas dans sa conceptualisation ni dans sa fabrication. Et ça aurait dû être un point ça aurait pu être très développé, ça aurait pu être juste développé, même. Pas très développé, mais juste développé. Ça aurait apporté énormément à l'œuvre. Concernant le système politique, ce qui me fait grincer des dents, dès le départ, j'ai eu beaucoup de mal à appréhender les différentes maisons au début. Et quand j'ai réussi à l'appréhender, j'ai personnellement été déçu de la politique qui a été mise en place parce que, en fait, la maison l'été se retrouve pieds-poings liés beaucoup trop facilement. Et genre, c'est. Nous sommes la maison qui sommes censés faire la police. Oh no! Nous n'avons plus de financement. Eh ben, c'est dommage, on fait plus la police. Enfin, d'un coup, ça se retrouve en échec de manière beaucoup trop simple, alors que c'est supposé avoir été créé par les maisons. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment l'impression en fait d'avoir le schéma de la police corrompue sous les yeux en fait. Je suis désolé. Quelques points que j'ai pas réussi à placer dans le reste. J'ai trouvé le résumé décalé par rapport à l'histoire, en sens où il y a un paragraphe qui est consacré à l'enfance d'Alex. D'ailleurs, son prénom réel est mentionné à ce moment-là et personne n'a rien à foutre dans l'histoire. Si, il y a sa mère qui en a quelque chose à foutre et c'est tout.
Il y a un paragraphe qui est consacré à sa tragique backstory et à son introduction à la maison l'été, et un paragraphe qui est consacré à la seule et réelle intrigue du livre. Il y a un paragraphe sur 3. Et 4 lignes. 4 lignes de résumé. Et il y en a quasiment le triple pour le reste. Enfin, le résumé est mal fait. Genre, le résumé parle d'un truc dont finalement on n'en a pas grand chose à foutre dans l'histoire. C'est très dommage. Et juste un dernier truc aussi, c'est le premier chapitre et qui est en fait le prologue. En fait, je me suis demandé c'était quoi la pertinence de l'appeler prologue, vu que du coup il se déroule à la fin de l'histoire chronologiquement. Et du coup, je me suis fait la remarque tout au long de la lecture de ce prologue, qu'en fait j'aurais trouvé ça extrêmement drôle que le prologue s'appelle épilogue, tout en étant effectivement placé au début du livre. J'aurais trouvé ça très drôle, d'une certaine manière plus pertinent, le décalage aurait été plus intéressant je trouve. Enfin voilà, c'était le petit mot de la fin. Je fais que du négatif, parce que je n'ai pas grand chose à dire en positif finalement. Je qualifierais par ok, mais finalement il n'y a pas grand chose qui ressort, mis à part Darlington. Je suis désolé. Mais Alex, je la trouve chiante à mourir. L'intrigue, je la trouve prévisible alors que c'est censé être une intrigue d'énigmes. Enfin, c'est censé être une enquête, donc des énigmes, des indices. Enfin, et c'est trop prévisible. Son univers, je le trouve mal expliqué, je le trouve juste peu intéressant en fait. C'est ça, y a pas grand chose qui m'a marqué qui m'a marqué et qui m'a fait dire ah ça c'est réellement innovant. Et non, je lui mets la note de hoquetière quoi.